à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Petite Reine. Et c'est peut-être l'épisode le plus excitant de la saison puisqu'on va parler du Tour de France qui débute ce samedi 26 juillet. Ça va arriver très très vite alors qu'on est encore en plein Tour de France masculin. Donc on a décidé de vous présenter, d'essayer d'explorer un petit peu à la fois le parcours, les favorites, les filles qu'on devrait voir à l'avant toute la semaine, les chances françaises également, bien sûr, que ce soit pour le général, pour la victoire d'étape, pour porter certains maillots. Il y a plein de choses à dire et on va se régaler déjà à faire cette preview. Et ensuite, pendant une bonne semaine pour m'accompagner. Aujourd'hui, c'est un dénicheur de pépites et de cracks et c'est sûr qu'il va nous sortir des noms auxquels personne n'aurait pensé. J'ai même hâte de voir son équipe Cycling Fantasy pour la course. C'est bien sûr Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut Adri, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien. Très content de parler de cyclisme féminin, du Tour de France femmes. Et oui, on n'aura pas le blues cette année post-Tour de France qu'on a habituellement. En tout cas, c'est toujours un peu ça chez moi. Mais là, ça va puisque à peine le Tour de France homme terminé, le Tour de France femmes aura cette fois-ci déjà débuté. Donc on aura encore une belle semaine de folie. Et j'espère que ça va vraiment mettre à l'honneur le cyclisme féminin parce qu'on a vraiment des courses très très intéressantes. Donc ça le mérite. Ouais, et puis c'est vrai que le Tour de France femmes, c'est quand même l'épreuve phare de la saison. On a une start list absolument magnifique, sûrement la plus belle de toutes les courses de l'année. Et puis il y a aussi un parcours où chacune pourra s'exprimer. Et c'est aussi l'occasion, souvent, de découvrir certaines équipes, certaines filles qu'on a pas ou peu l'habitude de voir à l'avant le reste de l'année ou sur des courses un petit peu moins médiatisées. Mais en tout cas, vraiment, alors j'ai hâte de voir comment ça va être au niveau de l'ambiance et de l'engouement médiatique autour du Tour de France femmes, mais j'ai l'impression que ça monte quand même en puissance d'année en année. Et franchement, cette année, je pense que ça va être quelque chose d'encore un petit peu plus grand que d'habitude. Ouais, bah voilà, enfin, surtout ils vont surfer sur la vague de ce Tour de France homme. C'est vrai que l'année dernière, bah voilà, il y avait le Tour de France, il y avait les JO, et après les gens sont voilà un peu retombés, plutôt c'était en plein milieu du mois d'août, les gens partaient un peu en vacances, etc. Donc je sais pas s'il y avait la même vague, mais là c'est le cas, et puis voilà, on a mine de rien parmi les Françaises un très grand nom au départ cette année, on en reparlera, mais je pense que ça va jouer aussi, donc voilà. Voilà, je parle de Pauline Ferrand-Prévot qui a déjà gagné Paris-Roubaix, je pense qu'elle a créé une certaine hype autour du cyclisme féminin, donc ouais, vraiment c'est chouette, il y a tout ce qu'il faut cette année, il y a le parcours qu'il faut, il y a comme tu dis une start list assez monstrueuse, donc il y a tout pour que ce soit un super succès ce Tour de France femmes et un jour de plus que les années précédentes. Et oui, effectivement, on aura 9 étapes cette année. Tu as parlé de la start list, mais avant qu'on s'y attaque à cette start list XXL, on peut dire, tu vas nous présenter le parcours et détailler un petit peu ce qui attend les filles au départ de Vannes le 26 juillet pour arriver le dimanche d'après, le dimanche 3 août, à Châtel, les Portes du Soleil. Il y a un beau périple jusque-là. Ouais, donc 9 jours de course, on va décrypter un peu les différentes étapes si ça te va, et je vais vous mettre les parcours à l'écran. Donc effectivement, une première étape, alors très courte pour le coup, là, ce sera vraiment un prologue, mais pas un prologue, c'est-à-dire qu'une étape de même pas 80 bornes entre Vannes et Plumelec, ça va aller très très vite, à peine 2 heures de course, quoi. Une étape plutôt plane dans sa première partie, et puis dans sa dernière partie on va être dans une partie en circuit puisqu'on va faire plusieurs fois la côte de Cadoudal. Alors la côte de Cadoudal, je sais plus, c'est celle où Valverde avait gagné, il me semble, sur un Tour de France en 2008 ou quelque chose comme ça, je crois, mais je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup repris depuis. Mais grosso modo, c'est trois tours deux tours de circuit et 3 fois l'ascension de la côte de Cadoudal à Plumelec, donc c'est une côte de 1,7 km à 6,2%. Donc voilà, une première étape très très dynamique et une première étape déjà qui sacrera, on va dire,
une puncheuse sprinteuse. Voilà, on parlera des forces en présence, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de coureuses qui vont pouvoir faire des choses sur une étape comme ça. Et une première étape piège, ça va être beaucoup de tension. Il y aura que 2 heures de course, donc toutes les coureuses seront également très fraîches. Course en circuit, donc attention également au risque de chute. Et voilà, comme on le dit souvent sur les grands tours, et les femmes, ça marche aussi bien que chez les hommes. On peut pas gagner le Tour de France sur la première étape, mais on peut le perdre. Donc il faudra attention à rester bien placé. Et on peut déjà avoir quelques cassures, en tout cas dans cette côte de Cadoudal. Ce sera un spectacle, enfin un final très très spectaculaire. Si ça te va, je fais étape par étape et puis ouais. Juste à noter sur cette étape, du coup, le départ sera à 19h30. Ouais. Donc après la course ça veut dire qu'on pourra enchaîner course homme et puis course femme juste après. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait une étape course pour pas arriver à 21h. Tout à fait, et voilà, on en profitera de la Bretagne le lendemain entre Brest et Quimper avec une étape une étape assez plate, mais somme toute vallonnée dans sa deuxième partie. On va avoir un enchaînement de 2 petites côtes tout au long de l'étape. Ça risque d'être nerveux, en tout cas, ça risque d'être très sympa. Moi, j'aime beaucoup cette deuxième étape, comme vous le voyez. Alors, encore une fois, c'est pas là qu'on va gagner le Tour de France, mais il faudra bien faire attention dans une étape un peu tendue comme ça, où ça monte, ça descend avec des petites côtes, de pas se prendre de coups de bambou, de rester bien placé. Il suffit qu'il y ait un peu de vent au sommet d'une bosse, ça accélère, et si vous êtes mal placé, ça peut être très tendu, et je pense à certaines filles dont on parlera plus tard dans cette émission. Donc non, voilà, encore une fois, je crois que c'est exactement le même final, en tout cas la même arrivée en faux plat montant que celle où Sagan a gagné en 2018 sur le Tour de France. Je crois qu'il bat Van Avermaet et Colbrelli, donc on voit un petit peu le profil de coureuse qui peut briller. Il faudra être une sprinteuse qui sait passer les bosses. Donc voilà, 2 premières étapes finalement dynamiques, très très dynamiques, qui peuvent aussi bien sacrer une pure puncheuse qu'une sprinteuse qui s'accrocherait et qui serait une très très bonne finisseuse dans un final en montée. Donc voilà, une bonne entame très très dynamique de Tour de France avant 2 étapes sur lesquelles je vais passer très très rapidement entre la Gacilly et Angers, et l'étape d'après entre Saumur et Poitiers. Si vous jouez à Pro Cycling Manager, vous avez sûrement déjà entendu ces grandes phrases de Patrick Chassé qui dit du plat et encore du plat. Voilà, on va avoir 2 belles étapes. C'est les fameuses étapes où on fait x8. Voilà, exactement. X8 tout le temps, c'est ça. Donc là, exactement, voilà. Et puis on se reconnecte x1 à 10 km de l'arrivée, et puis on prépare son sprint. Voilà, encore une fois, il faudra surveiller le vent sur des étapes comme ça. Ce sera peut-être lui qui jouera un rôle déterminant, mais sinon, encore une fois, pour les favorites, faut absolument pas se faire piéger. Et puis sinon, 2 belles opportunités pour les sprinteuses qui les manqueront sûrement pas, parce qu'après, je pense qu'elles en auront plus jusqu'à la fin de ce Tour de France. L'étape 5, on part du Futuroscope pour aller jusqu'à Guéret, une étape qui va aller crescendo, une étape de 165,8 km. Il me semble que c'est la plus longue sur ce Tour de France. Je crois que c'est la plus longue. C'est la plus longue du Tour de France. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la plus longue du Tour de France, donc ça peut faire mal aux pattes, et encore une fois, ça va y aller crescendo. On pourrait se dire qu'au vu de la topographie, ça va être une étape pour les sprinteuses, mais attention, parce que alors, il va y avoir un petit apéritif avec des côtes de 4e catégorie, et puis surtout la côte finale, donc celle qui s'appelle la côte du Maupuy, de presque 3 km à plus de 5% de moyenne. Ensuite, ça descend, donc un final qui peut laisser de la place à des audacieuses, parce que pour les équipes de sprinteuses, ça va peut-être être compliqué de contrôler. Il peut y avoir des attaques dans cette bosse, une coureuse qui fait la descente, donc à mon avis, c'est dur à prédire qui remportera cette étape, mais des puncheuses qui veulent jouer leur va-tout et qui ensuite veulent prendre de l'avance pour résister dans la descente, ça peut le faire. Et ensuite, on arrivera sur une étape, alors là, on va avoir vraiment l'étape pour moi, pour les baroudeuses qui savent quand même grimper, mais là il y a vraiment un coup à jouer entre Clermont-Ferrand et Ambert, une étape où finalement il y aura de la difficulté, notamment le première catégorie de ce Tour de France, le col du Béal, 10 km à 5,5%, et surtout dont la montée va assez crescendo. On se souvient de ce col du Béal, moi j'ai mes souvenirs avec Contador et Froome qui se font c'était au Dauphiné, je crois, en 2014, je crois, qu'ils se font des grosses attaques sur un col du Béal. Donc une montée assez roulante, mais voilà,
Est-ce que les favorites vont se jouer la victoire sur une étape comme ça? Je sais pas. Alors c'est sûr que si c'était le dernier jour de course, forcément, parce qu'il y aura un terrain pour attaquer de loin et pour qu'il y ait une course débridée jusqu'à l'arrivée, là les écarts seront pas encore faits, on a le plus dur qui arrive derrière. Moi je vois bien une échappée. En tout cas voilà, s'il y a pas mal de baroudeuses qui veulent tenter quelque chose, c'est peut-être ce jour-là parce que c'est peut-être trop facile ou en tout cas trop loin de l'arrivée pour les favorites et trop dur en tout cas pour les pures sprinteuses. Et puis voilà, le Tour de France, bah, c'est un Tour de France qui monte crescendo et on va tout doucement arriver vers les 3 étapes décisives, on va dire, de ce Tour de France, avec bah voilà, cette étape qui arrive à Chambéry, pareil, une étape toute plate, et puis on va avoir 2 deuxièmes catégories, notamment ce col du Granier de 9 bornes à 5%, encore une fois, rien d'extraordinaire en termes de pourcentage, mais chez les femmes, contrairement à ce qui peut arriver chez les hommes, bah voilà, ça reste quand même des niveaux qui sont un peu plus hétérogènes, notamment entre les premières et le gros du paquet, donc des écarts peuvent être quand même faits. Moi, je vois bien une première bagarre sur les pentes du col du Granier, même si personne se livre encore à 100%. Je pense qu'il y aura des favorites qui vont attaquer, peut-être déjà des favorites qui auront un peu perdu du temps sur ces premières étapes. Donc voilà, potentiellement une première course, d'autant que pour les favorites, ce sera facile à contrôler dans la première partie, et ensuite une descente très rapide jusqu'à Chambéry. Donc voilà, les premières escarmouches pourraient intervenir sur cette étape. Mais bon, voilà, on va pas se le cacher que le week-end final début août, voilà, va être décisif, avec notamment, alors je sais pas laquelle est l'étape reine, tu me donneras un peu ton avis. En tout cas, celle qui risque de créer de vrais écarts pour le classement général, c'est celle entre Chambéry et le col de la Madeleine, et surtout qu'on part direct sur un première catégorie, 13 bornes à 6%. Dès le début, hein, il y aura même pas 1 kilomètre de plat, donc là ça va faire très 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 mal aux jambes pour les coureuses, et c'est sûrement un groupe de costauds qui va prendre le champ. Moi, si je pense que les favorites vont attendre la montée finale, parce que cette montée finale, c'est le col de la Madeleine, par la chambre, comme le font les hommes demain. C'est 18, plus de 18 bandes, près de 19 à 8% de moyenne, et le col de la Madeleine, il y a très peu de replats, hein, c'est très 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 difficile. C'est peut-être l'ascension la plus difficile qu'auront fait les femmes sur le Tour de France sur cette édition, même de toutes les éditions. On se souvient qu'il y avait eu le Tour Malais, mais je sais plus par où était le Tourmalet, mais je crois que c'était par Barège, donc c'était peut-être un peu moins difficile. L'année dernière, il y avait eu le Glandon, qui est peut-être équivalent de la Madeleine, mais la Madeleine, par ce côté-là, c'est un col c'est un monstre, et je pense que chez les hommes, il va faire des terribles dégâts là ce jeudi, et à mon avis chez les femmes il va faire très mal aussi. En tout cas voilà, si on n'est pas une pure grimpeuse, on va souffrir, et il y a moyen de faire très très gros écarts sur ce col de la Madeleine. Donc en tout cas voilà, on saura ce soir, ce samedi soir, au sommet du col de la Madeleine, qui est en position de gagner pour le Tour de France. Et les coureuses sauront que bah voilà, si elles veulent, en fonction de leur place, si elles veulent tenter quelque chose le lendemain, bah il y aura tant de secondes à rattraper ou tant de minutes à rattraper. Chacun sera à sa place, en tout cas au soir de cette étape, mais rien ne sera fini, parce que pour moi il y a une magnifique étape qui peut permettre de lancer la course de loin le lendemain. Une belle étape piège à mon avis. Alors, elle paye pas de mine comme ça, mais finalement, on est sur un hors catégorie et 2 premières catégories, et les ascensions, le profil a plané un peu, je trouve, mais c'est quand même très difficile. On aura un première catégorie, 6 km à 7%, et puis en plein milieu d'étape, et c'est assez original, il y aura ce col de Jouplane. Alors, Jouplane, c'est un col que tout le monde connaît, hein. Moi, j'ai grandi avec ce col, parce que le premier tour que j'ai suivi, c'était en 2000, et je sais pas si tu t'en souviens, Adrien, mais Armstrong, à son époque de domination, avait connu une énorme défaillance dans ce col. Il est très très dur, et puis depuis, voilà, le col de Jouplane, j'ai souvenir notamment c'est Nibali qui va chercher une étape qui passait par le col de Jouplane. Voilà, c'est vraiment une ascension très très difficile, assez irrégulière, avec des pourcentages à 2 chiffres assez effrayants, et je trouve que le placement est plutôt très très intéressant en milieu d'étape, parce que du coup, bah pas le choix, la grosse difficulté du jour elle est là, donc faut tout donner dans ce col, et ensuite faut tenir jusqu'à l'arrivée, et d'autant plus qu'il y aura encore le col du Corbier, qui est 30 km après le sommet du col de Jouplane, encore une fois première catégorie, 6 km à 8,5% de moyenne, et un final qui va pas être simple, parce que les 20 derniers kilomètres, on est un peu sur des faux plats montants. Moi j'adore cette étape, parce que je vois bien un scénario où ça attaque à fond dans le col de Jouplane,
Et derrière, c'est du one-to-one pendant la dernière heure et demie de course. Chaque coureuse un peu toute seule dans ces faux plats très très difficiles. Je pense qu'il y a de gros écarts qui peuvent se creuser. Une coureuse qui aurait été pas bien dans Jouplane, elle peut prendre de grosses minutes à l'arrivée. Donc voilà. Après une étape très fermée la veille où c'est sûrement la plus forte qui s'imposera, là il y aura un peu un aspect tactique de attention, si je me crame dans Jouplane, en même temps il faut que je tente tout, mais en même temps je peux exploser après. En même temps, voilà, Jouplane c'est tellement dur que dans tous les cas chacun sera à sa place. Donc franchement ça peut donner un scénario très très intéressant pour un Tour de France qui est quand même assez difficile. On notera l'absence aussi de contre-la-montre pour cette édition du Tour de France. Donc je pense que ça peut fortement jouer aussi par rapport à des coureuses qui sont des très bonnes grimpeuses et qui sont très très mauvaises dans l'exercice du chrono. Là cette année elles n'auront pas ce problème. Donc voilà un Tour de France qui sacrera, c'est sûr, dans tous les cas, une vraie grande grimpeuse. Et voilà, finalement, les étapes toutes planes pour pure sprinteuse, on en a deux. Mais sinon, on aura normalement de l'animation chaque jour. Je sais pas ce qui t'inspire ce parcours, Adrien, mais moi, il me plaît bien. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi ce parcours. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le dernier week-end là, je le trouve très très bien pensé parce que pour moi on a l'étape la plus difficile avec le col de la Madeleine le samedi où là clairement ce sera une course de côte, hein. En plus l'étape est assez courte, je crois qu'il y a 90 km avant d'arriver au pied, donc ça devrait être voilà un petit peu comme on a eu ça ressemble un peu à l'étape du Ventoux où ça devrait arriver plutôt groupé, Ouais. peut-être avec un groupe devant. Et puis ça va s'expliquer à la pédale. Et quand on voit le spectacle qu'on a eu sur le Ventoux, pourquoi pas avoir le même genre d'action sur les pentes de la Madeleine. Et le lendemain, moi, je suis d'accord avec toi, j'adore cette étape. Ça me fait penser un petit peu à quelques étapes qu'on a eues sur le Tour de Suisse cette année, où les filles, il y avait parfois des difficultés un peu en début de course, et puis après, elles étaient un peu livrées à elles-mêmes. Il y avait beaucoup de tactique du coup. On a vu une Marlène Reusser très très à son aise sur ce genre d'étape, donc à voir si elle doit reprendre du temps sur ce genre de profil, ça peut vraiment l'avantager. Et ça aurait été une catastrophe si les étapes avaient été inversées, parce que pour le coup, il se serait pas passé grand-chose dans l'étape de Jouplane, parce que tout le monde se serait réservé pour la Madeleine. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est très bien pensé. J'aime également beaucoup le départ de Bretagne avec des puncheuses qu'on devrait voir à l'avant. Je trouve que ça ouvre beaucoup plus la course que des étapes toutes plates pour le premier maillot jaune. Puis bon, on a déjà eu ça l'année dernière avec les départs aux Pays-Bas et Charlotte Cole qui avait pris le maillot jaune. Donc du coup, c'est bien de varier un petit peu. On devrait avoir beaucoup de spectacles et ouais, cette étape du Massif central là entre Clermont-Ferrand et Ambert devrait être également sympa à suivre. Je trouve que pour une course par étape de 9 jours, c'est euh, c'est bien pensé comme ça. Après, voilà, l'absence de chrono. Je trouve que si tu veux varier un petit peu les types de parcours, en fait, sur 9 jours, t'es un petit peu coincé. Peut-être qu'une étape pour les puncheuses aurait pu sauter, ou une étape voilà, je sais pas, genre l'étape Bourg-en-Bresse-Chambéry. Est-ce qu'il aurait fallu mettre un chrono à la place? Je sais pas. En tout cas, j'espère que l'exercice reviendra l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, on va se concentrer sur ce qui est proposé cette année. Et je pense que les filles devraient nous régaler. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup le parcours et il y a pas mal de filles quand même qui doivent pousser un ou deux soulagements en voyant qu'il n'y a pas de chrono parce que ça leur ouvre des opportunités qu'elles auraient peut-être pas eu sinon. Mm. On en Ouais, reparlera. ouais. Ouais. Et je pense que ça va être le général va rester assez serré pendant un moment. Enfin, du moins, j'espère. Donc, c'est ça qui devrait être intéressant aussi, parce que il y a moyen de faire quelques écarts, mais ça, c'est pas non plus assez dur ou assez piégeux, je pense, pour faire des minutes et des minutes entre les 4-5 premières. Alors, c'est sûr qu'il y a des filles qui vont se présenter le matin de l'étape de la Madeleine qui auront plus aucune chance au général. Alors qu'on les pensait plutôt favorites au podium, mais je pense que ouais, ça, c'est la bataille du dernier week-end serait hyper sympa. On rappelle, hein, que l'année dernière, le podium se tenait en 10 secondes.
Donc c'est pour dire un petit peu à quel point ça peut être serré sur 9 jours de course. Si ça te va, on va passer aux filles qui composent la start list. Ouais. On va pouvoir, je pense, dans un premier temps, parler de la grande favorite. J'ai nommé Demi Vollering qui a remporté la Vuelta, qui a largement dominé ses adversaires sur les cols espagnols. Quand on connaît les qualités de Vollering en montagne, quand on voit le parcours proposé par le Tour, on l'a dit, ça créera forcément une grimpeuse exceptionnelle. Et quand on pense qu'il y a quand même un sentiment de revanche par rapport à ce qui a pu se passer l'année dernière et cette défaite, on peut l'appeler comme ça, de 4 secondes au final à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France l'année dernière. Est-ce que selon toi, déjà, Demi Vollering est la grande favorite et est-ce qu'elle va être finalement intouchable sur ce Tour de France? Oui, c'est la très grande favorite et pour moi, elle va largement dominer ce Tour de France. Faut pas oublier que l'année dernière, c'est quand même spécial. Elle perd le Tour pour 4 secondes, mais c'était la plus costaud sur le Tour de France. C'était la favorite au départ. Et en montagne, malgré une blessure, parce qu'elle avait chuté avec le maillot jaune qu'elle avait pris sur un chrono rapidement au départ du Tour, elle était tombée, elle était blessée, elle a fini le Tour de France, je sais plus ce qu'elle avait comme problème, mais je me souviens qu'elle avait dit que, grosso modo, elle avait couru blessée, et blessée, c'était quand même la plus forte de la course, et elle perd ce Tour de France tout simplement sur une chute où elle perd, je crois, 1 minute 30 sur une étape de plaine où elle n'est pas attendue par son équipe. Bon, c'était un peu le fiasco SD Works, tout ça, donc... oui, oui, et puis même cette année, hein, elle a repris sa marche en avant. Je pense que, alors, même si son équipe pas aussi impressionnante que ce que j'aurais pu croire en début d'année, dans tous les cas, elle aura, contrairement à ce qu'elle avait les années d'avant, une équipe 100% derrière elle. Faut pas oublier que Demi Vollering, c'est celle qui a fait chuter il y a 2 ans Annemiek van Vleuten. Elle avait dominé tout le monde au Tourmalet. L'année dernière, elle remporte encore 2 étapes, dont l'étape de l'Alpe d'Huez. Et puis cette année, après un début de saison bon, mais... Elle gagne pas à l'Alpe d'Huez. Hein. Ah, Si, elle gagne si, à si, l'Alpe elle d'Huez, gagne à c'est la l'Alpe veille qu'elle d'Huez. gagne pas. Ouais, C'est c'est la ça, veille ouais, où ouais. elle gagne pas, pardon. Ouais. Mais cette année, début de saison, un bon début de saison, voilà. Elle gagne notamment l'Estrade Bianche. Après, sur les classiques, finalement, elle a pas fait le Tour des Flandres, elle a pas fait Paris-Roubaix. Derrière, sur les classiques ardennaises, elle n'était pas encore à son top, mais elle va quand même signer une 2e place sur la Flèche, une 3e sur Liège, et ensuite, voilà, elle a tout gagné, hein. Elle a gagné la Vuelta, elle a gagné le Tour du Pays Basque, elle a gagné le Tour de Catalogne, et puis je crois qu'elle était pas un peu fatiguée sur le Tour de Suisse, et notamment, elle était face à une Marlène Reusser, on en reparlera, qui était exceptionnelle cette année, Mm. et en Et grande un préparation. profil qui lui Oui, correspondait un peu moins et aussi. en grande préparation, Reusser, pour un objectif plus proche du Tour pour elle, qui était le Giro. Donc voilà, Vollering, mine de rien, sa saison, si tu regardes sur Pro Cycling Stats, là, c'est juste fou, encore une fois, sur les courses par étapes, la régularité. Après, voilà, on la connaît, c'est une fille où il faut pas qu'il y ait de cailloux dans sa chaussure, donc il peut y en avoir. C'est pour ça que c'est pas comme pour moi, Tadej Pogacar chez les hommes, la marge est moins grande et la marge mentale aussi parfois est un petit peu moins grande. On sait que Demi Vollering, c'est une fille qui, quand tout va pas comme elle veut, elle s'agace, etc. Enfin, moi, je pense que si elle passe bien ces 4-5 premiers jours, et notamment les 2 étapes un peu piégeuses bretonnes, si elle n'est pas prise dans des bordures, etc., si elle arrive en tout cas au pied de la Madeleine, très très bien classée au classement général, franchement, je vois pas qui peut la déloger sur un col comme la Madeleine. Elle peut faire de sacrés écarts. Donc, si tout va bien, dans le meilleur des mondes, si la tête elle suit, et si les jambes, je pense qu'elle a parfaitement préparé son rendez-vous, sont au top, je vois difficilement qui va battre Demi Vollering, qui va broyer ses adversaires sur les 2 étapes de montagne. Voilà, ça vient autant de la puissance de Vollering que derrière, on va faire le tour un peu de toutes les adversaires, qu'il y en a aucune où je me dis, bon, bah, elle peut aller rivaliser avec Vollering sur... C'est trop dur, la Madeleine, par exemple, pour que Vollering soit même suivi, je trouve. Donc, non, pour moi, c'est la très très grande favorite. Ouais, moi je te rejoins bien évidemment. Hein. Vollering, grande favorite, et c'est vraiment l'objectif numéro 1 de sa saison. Pour l'instant, tout s'est très bien passé aussi. Hein. Les courses qu'elle n'a pas gagnées, elle a toujours fini très très bien placée et puis pas loin de la gagne.
Effectivement, attention à ce début de Tour de France. Alors bien sûr, il peut y avoir des chutes, des crevaisons dans le final qui vous font perdre du temps, se faire piéger. On a dit qu'il peut, voilà, sur ces étapes toutes plates, il peut y avoir éventuellement du vent. Ça peut être voilà très très compliqué si on prend une bordure et que par exemple une équipe expérimentée comme les SD Works voit qu'elle est piégée. L'écart peut être hyper important. Après, je pense qu'elle a quand même une marge et que même si elle perd un petit peu de temps sur les premières étapes, la Madeleine, elle peut vraiment gagner énormément de temps. Je pense on la verra aussi à l'attaque les jours précédents. Voilà, notamment l'étape de Chambéry où il y a moyen de partir avant. Voilà, donc je pense effectivement que de toute façon, si c'était que de la haute montagne, ouais, clairement intouchable. Il va falloir quand même être vigilante toute la semaine, donc c'est aussi l'occasion de voir comment la FDJ va se comporter sur le tour avec la favorite numéro 1. Peut-être qu'on s'attendait à une équipe FDJ qui allait encore plus dominer le début de la saison, mais on voit que quand il y a Vollering au départ, en tout cas la hiérarchie elle est hyper claire. Et là sur le Tour de France, la hiérarchie elle sera hyper claire. Et je me fais pas de soucis pour la montagne, mais voilà. Après, l'équipe est construite quand même assez intelligemment autour de Vollering. Quand tu as des filles comme Amber Crack, Elise Chabet, Ali Wollaston et également Marie Lenette, la nouvelle championne de France. C'est hyper costaud pour l'encadrer. S'il faut rouler, voilà, il y a quand même des bodyguards qui sont hyper talentueuses. Et puis le duo musique Labousse en haute montagne qui sera 100% dédié à Vollering, et contrairement à d'autres équipes où on peut un peu se poser des questions de dans quel ordre ça va être. Là, on a vu depuis le début de la saison que voilà, il n'y a pas lieu de douter de cette hiérarchie-là. Donc ça, je pense que ce sera aussi une force avec s'il n'y a pas de pépin, avec des filles hyper costauds. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, c'est plus en montagne, hein. T'as tout dit sur le plat. Après, franchement, le duo Juliette Labousse et Vita Music, ça m'a pas vraiment rassuré, notamment sur le Giro. Et Vita Music, elle fait quand même une très mauvaise saison, hein. C'est quand Ouais, même pas folichon. ouais, c'est vrai. Juliette Labousse, finalement, je l'ai trouvé beaucoup plus à son aise tout au long de la saison dans des courses un peu avec des petites bosses que dans les cols à chaque fois. Je crois que j'ai pas une seule référence de Juliette Labousse dans un col cette saison. Donc là où on attendait l'Armada en montagne, moi j'ai l'impression qu'elle a tout ce qu'il faut, une équipe qui va être focus autour d'elle pour lui éviter les pièges d'Amy Vollering, mais qu'elle devra faire le travail toute seule en montagne pour faire mal à ses adversaires. Mais ça reste une Ouais, équipe très solide. ouais. Après, ouais, c'est vrai que bon, la Bousse, elle est passée à côté de son Giro, mais quand elle est j'ai trouvé cette année, quand elle est dans le rôle d'équipière, elle est vraiment monstrueuse. Il y a eu le numéro qu'elle fait au Strade Bianche, à la Vuelta, elle était là aussi, même si Vollering avait pas forcément plus besoin que ça en montagne. Mais voilà, je pense qu'il y aura aussi peut-être à cœur de montrer un visage un peu plus positif. Et puis voilà, c'est le Tour de France pour une Française, forcément ça En tout booste. cas, il n'y a pas de question de. On en parlait au début d'année, dans l'émission de début d'année, il y aura pas de question de leadership hein, chez FDJ Suez. Là, c'est 100% à Ouais, fond ouais. derrière Vollering. Ouais, ça c'est Et clair. sinon, le reste, c'est 6 équipières, quoi. Ouais. Là, c'est clair que il y a pas photo là-dessus. Écoute, ici, on va aller faire un petit tour du côté de ses adversaires à Vollering, parce il y a quand même pas mal de filles qui aimeraient bien, la faire chuter. C'est même pas elle la tenante du titre, mais en tout cas remporter le Tour de France. On a vu voilà, il y a pas mal de noms finalement qui peuvent être avancés comme outsider, candidate au podium. J'ai envie de te lancer pour commencer. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est la plus grande favorite à sa propre succession. C'est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui a remporté le Tour de France l'année dernière pour 4 secondes devant Vollering, qui a en partie profité de la chute de cette dernière pour prendre le maillot jaune et ne plus le lâcher jusqu'au final.
elle fait pas une saison rassurante. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le Tour de Suisse, elle était un peu plus à son avantage, mais elle reste quand même loin des deux meilleurs sur la course. La question, elle va être simple. Est-ce que Niewiadoma, elle a une chance de l'emporter, et ne serait-ce qu'une chance de finir sur le podium? Finir sur le podium, oui, l'emporter, non, pour moi, l'année dernière, elle est quand même à son top niveau, elle fait un Tour de France de folie, et comme on l'a dit, elle bénéficie de circonstances, voilà, enfin bravo à elle, elle a gagné la course. C'était déjà pas la plus forte l'année dernière, mais je pense que voilà, il y a eu un effet post-Tour de France, et depuis, c'est quand même plus compliqué. Déjà, la fin de saison pour elle était pas top. Puis cette année, on n'a pas eu la Catania Manova conquérante, qu'on a attaquante qu'on avait les autres années. Je l'ai trouvé, voilà, à part sur son Tour des Flandres, où là, on l'a un petit peu retrouvée. Elle est dans le groupe de tête sur le Tour des Flandres, mais derrière, moi, je l'attendais plutôt sur les Ardennaises. Et voilà, voilà. Elle est quand même nettement dominée. Et après, derrière, bah, voilà, le Tour d'Espagne, ça s'est pas bien passé. Le Tour de Suisse, ça allait déjà mieux, mais moi, je pense qu'elle sera là, elle sera préparée. Et je pense que c'est une candidate très sérieuse au podium, mais loin derrière Demi Vollering. Donc non, non, si je dois miser sur un podium de Nimadova, moi c'est plutôt oui. Si je dois miser sur une victoire, c'est plutôt non. Pour moi, elle a très très peu de chances de rivaliser. Et déjà, si elle va rechercher un podium pour sauver un peu son année, j'ai envie de dire que ce serait déjà super. Ouais, je suis d'accord. Si elle fait un podium, je pense que c'est un très beau résultat parce que ouais, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui va en sa faveur. Après, on se souvient hein, que l'année dernière, il n'y avait pas grand-chose non plus qui allait dans son sens, mis à part cette victoire à la flèche, où elle abandonne sur la Vuelta. Après, elle fait pas de beaux résultats jusqu'à ce tour, donc sait-on jamais. Puis ça reste quand même une excellente grimpeuse, donc si elle perd pas qu'elle retrouve sa condition et puis qu'elle perd pas de temps sur le début du tour, ça Ouais, c'est peut ça, voilà. effectivement jouer. Mais ouais, pour un podium, moi je pense que même le podium va falloir vraiment se décarcasser pour aller le chercher, parce que il y a des filles qui ont été plus impressionnantes qu'elle jusque-là. Et, euh, et ben, notamment une fille qu'on a un peu découverte en haute montagne cette année. En tout cas, elle est encore plus forte que les années précédentes. C'est la Suisse Marlène Reusser de la Movistar, qui a quand même terminé deuxième et de la Vuelta et du Giro. On l'a dit tout à l'heure, elle a remporté le Tour de Suisse, elle avait remporté le Tour de Burgos jusque-là. Alors elle est très très forte contre la montre, pas de chance. Il y a pas de chrono. Pour le coup, ça l'aurait clairement avantagé. Mais cette année, elle a vraiment fait des gros progrès en haute montagne, et moi, elle m'a bluffé sur la Vuelta et sur le Giro. Elle confirme que c'est pas la meilleure grimpeuse du peloton, mais quand il faut faire des montées et se mettre à son rythme, elle sait faire. Et clairement, elle court très très bien et très très juste aussi tactiquement. Et moi, je pense par exemple à cette dernière étape du Tour où ça pourrait totalement lui correspondre pour faire un numéro dont elle seule a le secret. Marlène Reusser, qu'est-ce que tu penses de ses chances? Ah bah clairement, si je prends sa saison, c'est clairement la deuxième meilleure fille sur les courses par étapes derrière Demi Vollering. Si je prends la situation actuelle, non, je lui donne très peu de chance même d'être sur le podium. Comme tu l'as dit déjà, c'est une coureuse qui est très très puissante, et du coup l'exercice du chrono, ça l'aide beaucoup. Il n'y aura pas de chrono sur ce tour. La Madeleine, les deux dernières étapes, c'est quand même de la très haute montagne. Même si elle est forte en haute montagne, déjà, pour moi, elle pourra pas suivre sur une ascension comme la Madeleine d'Emi Vollering. Donc, c'est une candidate au podium, mais j'ai du mal à y croire parce que son objectif, c'était le Giro. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle était très forte au Tour de Suisse. C'est que bah voilà, elle avait quand même cet objectif, et c'est plutôt malin de viser le Giro. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Je crois qu'elle était un peu fatiguée et souffrante sur la fin. Le Giro, c'était seulement 15 jours avant le Tour de France. Si elle a mal fini le Giro, je vois pas comment. Et on a bien vu au Giro, dans les ascensions, elle était quand même pas au top, hein. Donc, elle a beaucoup couru. Son pic de forme, pour moi, il m'a l'air quand même un peu passé. Et quand tu finis souffrant, un peu malade, une course qui a déjà été très difficile, 15 jours avant un Tour de France, qui n'était pas hyper favorable en termes de profil,
Ouais, je suis pas hyper confiant moi pour Marlène Reusser si je la jouerais pas podium, tu vois. Je pense que ouais, je pense un peu que le pic de forme était pour le Giro. Elle a pas réussi à le gagner. En montagne, elle a été en recul sur ce Giro. Ouais, je suis pas hyper convaincu, même si voilà, cette saison, elle a été hyper impressionnante, mais elle a enchaîné là Mm. depuis la Vuelta. Donc c'est plutôt moi enfin, sur le pic de forme actuel que je doute. Voilà, c'est plus, je pense qu'il va être un petit peu passé. Je pense qu'elle va être rincée versus des coureuses qui montent énormément en puissance et qui n'ont pas couru depuis un mois, qui ont préparé cet objectif dans leur coin. Moi, enfin, franchement, toutes celles qui ont disputé à fond le Giro, je vais avoir du mal à y croire pour le podium. Ouais, c'est vrai qu'elle a énormément de jours de course hein, cette saison. Et ouais, à voir effectivement, mais elle a pas pu avoir de plage importante de récup où après tu vas te refaire un stage et tu te réentraînes vraiment sérieusement, tu fais un gros bloc. Euh, elle n'a pas eu ça. Puis elle a pas gagné le Giro Donc ouais, finalement, à donc voir. où il n'y avait pas d'Amy Vollering et où elle était quand même pas la première Mm. dans la hiérarchie en montagne. Donc à partir de là, faut aller résoudre l'équation insoluble de battre une fille qui est encore plus forte que toutes celles qui étaient présentes et une adversité qui va être bien plus élevée sur un second grand tour qui a lieu même pas 2 semaines après. Franchement, j'y crois pas une seule seconde. Mm. Je serais très très étonné de voir une super Marlène Reusser sur ce Tour de France. Après, je vais peut-être être très étonné, mais moi, j'y crois pas trop pour le podium. Là. Euh, et ben en parlant du coup d'une fille qui a fait le Giro, elle a même fait mieux que ça elle l'a remporté. Vu ce que tu viens de me dire, je pense que c'est un petit peu dans le même état d'esprit pour Elisa Longo Borghini. Elle aussi, hein, son objectif c'était le Giro, conserver sa tunique rose sur la semaine italienne. C'est pareil, tu la vois aussi arriver un petit peu fatiguée et moussée, même si elle a eu une saison un petit peu différente et elle a quand même moins couru que la Suisse. Non, non, alors je la vois meilleure que Reusser. Je pense qu'on peut même l'oublier pour le classement général. Au Longo Borghini, je la vois clairement top 5 à l'arrivée. Simplement, Longo Borghini, ben, j'ai jamais de souvenir de Longo Borghini qui rivalise en montagne avec une Demi Vollering. Longo Borghini, c'est une coureuse qui est très forte, qui est très très polyvalente, qui sent super bien la course. Franchement, elle est impressionnante. Cette année, en début de saison, c'était clairement quasi la plus forte. Hein. Elle chute autour des Flandres, mais sinon, vu son niveau c'était quoi, sur à travers les Flandres quelques jours avant, c'était la grande favorite du Tour des Flandres. Donc elle a ce coup d'arrêt à sa saison. Elle revient, je sais plus si elle fait les Ardennaises, ouais, mais voilà, elle Mm. fait les Ardennaises un peu en demi-teinte, même si elle accroche un podium sur la flèche. Voilà, on a bien vu à Burgos qu'elle était, enfin, forte en montagne, mais pas non plus impressionnante. Ouais, Elisa Bongo Borghini, elle a une bonne tête de coureuse qui peut aller chercher une troisième place si par exemple des meilleures grimpeuses sont beaucoup plus loin, on perd du temps et ça c'est jouable. Longo Borghini, ça va être une grosse actrice des 2 premiers jours en Bretagne et puis des étapes un peu compliquées où là je pense qu'elle peut aller prendre du temps et ensuite limiter en montagne. Pour gagner, j'y crois pas une seule seconde. Pour le podium, ça va beaucoup dépendre du début de course. Si les pures grimpeuses sont distancées, oui, elle peut aller chercher une troisième place. Mais par exemple, je la vois au-dessous également d'une Imanova en montagne. Ouais, tu vois, voilà. Un podium est possible, mais elle a une bonne tête de quatrième pour moi. Ouais, c'est mon Ouais, avis, hein. je trouve que Longo Borghini, elle a toujours limité. Enfin, j'ai l'impression qu'en montagne, notamment, elle a un plafond qu'elle arrive pas et qu'elle arrivera plus à dépasser. Et forcément, hein, à 33 ans après, ça devient aussi un peu compliqué de vraiment progresser et de franchir un cap. Mais c'est sûr que dès que les ascensions sont longues, elle va forcément perdre du temps. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que elle peut arriver, par contre, avec un bon petit matelas sur certaines grimpeuses Ah au début bah, du dernier week-end. Et finalement, tu vois, même sur l'étape de Jouplane, là, la dernière étape, elle peut être pas trop mal. Après, il faudrait être dans une bonne journée sur la Madeleine pour limiter la casse. mm. Elle Mais gagne le Giro sans être la meilleure grimpeuse de la course. Hein. ouais, c'est ça, hein. C'est Donc ça. Mais de toute voilà. façon, c'est pas.
c'est pas une grimpeuse, enfin c'est pas une pure grimpeuse, hein. Mais par contre, elle arrive à gérer. Elle court aussi de manière très très juste. Donc, donc voilà, ça dépend aussi dans quel état d'esprit elle arrive, hein, parce que bon, l'an passé, elle n'avait pas participé au Tour de France, donc elle aura aussi sûrement l'envie de bien faire. Ça lui a finalement jamais trop réussi, hein, parce qu'en 2023, elle abandonne sur l'étape du Tourmalet, et puis pour la première édition en 2022, elle était longtemps quatrième du général. Elle était là, mais dans les 10 premières, entre 5 et 10 tout le long. Elle termine sixième du général d'ailleurs. Euh, ça, ça peut refaire un Tour de France comme ça pour l'italienne. Mais ouais, je pense que son expérience peut l'aider, notamment sur certaines étapes qui peuvent être piégeuses, tu l'as dit au début. Voilà, donc à surveiller de toute façon à partir du moment où elle est au départ, il faut pas l'exclure. Ça, c'est clair. Donc, ouais, voilà. Je te propose qu'on parle du duo de la SD Works parce que ouais, elles vont devoir cohabiter et on a un peu de mal, je trouve, à vraiment savoir quelle sera la hiérarchie et dans quel sens tout ça va aller. Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, qui du coup cette saison sont pas forcément étincelante ni l'une ni l'autre. On voit quand même que Anna van der Breggen a fait de belles choses, même si bon, sur le Giro, on l'attendait sûrement un petit peu mieux que sixième, notamment par rapport à ce qu'elle avait montré sur la Vuelta. Et puis, Kopecky malade qui a abandonné le Giro, hein. C'est une fille qui abandonne pas souvent, voire presque jamais. Elle a remporté le Tour des Flandres, mais après, sa campagne de classique était pas extraordinaire. Elle a pas énormément couru depuis, mais bon, cet abandon sur le Giro il y a 15 jours, là, je sais pas comment est-ce qu'elle aura récupéré de ça. Ça lui aura certes fait économiser quelques jours de course, mais quand t'es malade avant une échéance comme ça, c'est jamais très bon. Moi, voilà, je sais pas trop comment ça va tourner pour l'équipe SD Works, mais j'ai un peu peur de voir les deux filles vite dépassées, notamment sur le final. Oh bah, pour moi, Anna van der Breggen, même combat que Elisa Longo-Borghini, mais un peu moins forte, donc je la vois pas du tout sur le podium, je la vois dans le top 10. Elle va bien limiter, je pense pareil que, attention à elle, tu vois, sur des étapes un peu pièges comme la quatrième ou la cinquième étape, une coureuse qui attaque dans le final, c'est typiquement Anna van der Breggen, ça, elle a gagné une étape comme ça, il me semble d'ailleurs. Comme ça, sur la Vuelta, elle a Ouais, gagné voilà, comme sur ça. la Vuelta, elle a gagné comme Ouais. ça. Après, en haute montagne, elle est quand même limitée, Anna van der Breggen, même si elle a un bon niveau, hein, mais là, il y aura trop de niveau pour Anna van der Breggen, donc c'est pareil. Pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape et un top 10, ça me paraît. Les deux objectifs m'ont l'air assez crédibles, mais le podium, ça va être trop compliqué. Et après, bon, bah, Lotte Kopecky, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en attendre, malheureusement. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, franchement, c'est quand même une. Il y a le Tour des Flandres au milieu de la saison, qui apparaît un peu comme une victoire un peu miraculeuse. Mais sinon, la saison est très compliquée. Et dès que ça monte cette saison, c'est. Enfin, tu sens qu'elle a même pas, elle a pas le physique là de la grimpeuse, Lotte Kopecky. Au Giro, elle a voulu se rassurer. J'ai pas trouvé ça rassurant. D'ailleurs, elle abandonne. Je sais plus pourquoi C'est elle plus abandonne. l'inverse, ouais. Ouais, Elle est malade. ouais, elle est malade, mais voilà, bon, franchement, elle va être là. Moi, je pense même qu'elle sera plus là dans le rôle de faire gagner les 4 premières étapes à Lorena Wiebes qu'autre chose. Donc, en tout cas, enfin, ça revient, ce sera un miracle que l'Otopé Kopecky pèse sur le classement général de ce Tour de France. Moi, j'y crois pas du tout. Donc voilà, non, l'Otto Kopecky, elle peut espérer gagner peut-être la première étape, mais le niveau de forme est quand même pas là, mais depuis le début de saison, hein, Milan-San Remo, c'était pas fou. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé cette année, et effectivement, elle s'accroche dans le Tour des Flandres, et après au sprint, elle a été très forte, mais Paris-Roubaix, elle court n'importe comment, les Ardennaises, elle s'accroche sur Liège, hein, elle fait un bon Liège, mais tu sens que dès que ça monte, c'est quand même très dur, donc
quand je vois le programme, l'orgie de montagne du week-end, impossible que l'Auto-Kopecky, elle pèse. Voilà, c'est loin des ambitions. Je me souviens, dans notre émission de début d'année, on s'était dit Kopecky, elle va viser le Tour de France, etc. Moi, j'attendais pas une saison comme ça. Peut-être que 2 saisons au haut niveau, bah voilà, là, ça pèse un peu dans les jambes de l'Auto-Kopecky. Donc, et puis en plus, c'est pas une grimpeuse de base, donc pour elle, je pense que c'est beaucoup d'efforts de se transformer en grimpeuse. Et là, cette année, elle en a même pas eu l'occasion. Donc, non, je pense que on verra pas l'Auto-Kopecky jouer le classement général et plutôt à la fois le rôle d'ange gardien de Lorena Wiebes pour l'amener au succès et également sur une des 2 premières étapes essayer de. Mais en tout cas, enfin, moi, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi, je vois pas une Kopecky au niveau d'il y a 2 ans qui grimpait le Tourmalet et qui finit deuxième du Tour de France. Bah, j'ai un peu du mal à l'imaginer. Vu sa saison, vu la forme actuelle, enfin quand déjà ta saison elle se passe pas bien, t'as un objectif, tu tombes Ouais, malade, ouais, c'est ça. ça fait beaucoup en fait, c'est un peu ouais, ça paraît un petit peu compliqué. Ce serait hyper surprenant qu'elle arrive de là à redresser la barre et puis d'un coup à regarder les meilleurs dans les yeux en haute montagne. Voilà, ça me semblerait assez surprenant. De toute façon, je pense qu'on aura déjà des éléments de réponse avant le week-end de haute montagne. On verra assez vite si elle est dans le coup, parce que je pense que si elle n'est pas dans le coup, même voilà les étapes du Massif central et puis celle de Chambéry, ça risque d'être compliqué. Donc si déjà on voit que c'est compliqué sur ces étapes-là, ouais, clairement En tout cas, elle pourra pas jouer haute montagne. à 1200, elle est pas dans mon équipe Cycling Fantasy, je te Ah, l'avoue. trop cher là. Ouais, Ah ouais, ouais. trop cher. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et est-ce que tu vas prendre la fille dont on va parler dans ton équipe Cycling Fantasy? C'est sûrement la seule chance française au général peut-être, mais encore qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Elle nous a régalé et surpris sur la période des classiques, hein. Fait troisième d'Estrade Bianchi, deuxième du Tour de Flandre, une magnifique victoire à Paris-Roubaix. La Vuelta, c'est pas très bien passé. Donc on n'a pas forcément d'éléments de réponse encore sur ses capacités en haute montagne. Elle n'a pas couru depuis son abandon voilà, où elle a pas pris le départ de la 5e étape de la Vuelta le 8 mai dernier. Ça fait beaucoup de jours sans course, mais on voit que même après quelques années sans course, ça l'a pas pénalisé forcément. On sait qu'il y a eu des bons stages en altitude là. Voilà, faut s'attendre à quoi de la part de Pauline Ferrand-Prévot sur ce Tour de France? Est-ce que déjà elle peut jouer la gagne, jouer le maillot jaune, ou c'est un premier Tour de France pour elle? Ce sera un apprentissage. Elle sera là pour tenter des choses et puis plutôt rendez-vous les années suivantes. Bah plusieurs choses sur Pauline Ferrand-Prévot. Déjà, c'est pour moi la vraie star de ce Tour de France 2025, Pauline Ferrand-Prévot. Le cyclisme féminin, année après année, il grandit. Malgré tout, il reste quand même pour l'instant bien dans l'ombre du cyclisme masculin. Pauline Ferrand-Prévot, c'est une star planétaire, d'autant plus depuis l'année dernière, où alors elle avait tous ses titres de champion du monde de VTT, champion du monde sur route, mais depuis l'année dernière, elle est championne olympique de VTT et tout le monde a vu ces images. Elle a écrasé la course, c'était incroyable. Et en France, c'est devenu une vraie star. Et à l'étranger aussi, je pense, c'est une superstar. Et du coup, je pense qu'elle va attirer beaucoup de lumière sur cette édition du Tour de France. Elle va amener, je pense, un public qui suivait pas forcément la course. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, à la suivre parce que voilà, c'est le nom que tu connais, c'est Pauline Ferrand-Prévot, c'est la star française depuis 10 ans, c'est celle qui nous a fait rêver au JO de Tokyo l'année dernière et elle va être présente sur le Tour de France 2025. Enfin, je sais pas si tu vois un peu la même chose que moi, mais pour moi déjà, je vois vraiment un truc où sa présence va faire beaucoup de bien au Tour de France médiatiquement et au Tour de France, et au cyclisme féminin. Deuxième chose, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est sa récupération à l'effort. Elle a été incroyable depuis le début de l'année, mais voilà, on n'a pas de. Effectivement, elle a été malade sur la seule course par étape qu'elle a faite, donc voilà. Donc
il y a un truc qui fait que on peut pas arriver en disant Pauline Ferrand-Prévot va gagner le Tour de France, c'est que on n'a pas de repère. Et ça, c'est quand même un problème. Donc après, c'est super excitant, je trouve, parce que ça va être un peu la découverte, ça va être un peu le fil rouge de ce Tour de France, de voir comment elle réagit. Après, si tu me demandes mon avis, moi, je suis à fond dans le train Pauline Ferrand-Prévot. Et pour moi, si elle évolue à son top niveau, elle peut largement être sur le podium de ce Tour de France. Il n'y en a aucune des outsiders dont on a parlé qui m'a impressionné. Autant je leur donne peut-être plus de chances qu'elle d'être sur le podium, autant Pauline Ferrand-Prévot à son top niveau, si tout se passe bien, pour moi elle est largement au-dessus de ses filles. C'est quand même fou de revenir de pas avoir fait de route depuis 7-8 ans. T'arrives, tu fais troisième d'Estrade Bianche, tu fais deuxième du Tour des Flandres, tu gagnes Paris-Roubaix de manière, c'était été la plus forte hein, quand elle est sortie, ils lui ont jamais rien repris et elle gagne la course facilement, donc Pauline Ferrand-Prévot, voilà. Elle n'a pas couru depuis mai. Moi, j'ai toute confiance en la championne qui est Pauline Ferrand-Prévot pour arriver en temps et en heure et à son meilleur poids de forme et à sa meilleure forme possible au départ de ce Tour de France. Je pense qu'elle va nous surprendre, qu'elle a fait une préparation aux petits oignons et je pense que voilà. Moi, je suis à fond dans le train Pauline Ferrand-Prévot. Évidemment qu'à 200, elle est dans mon équipe 5 Fantasy. Ce sera probablement avec Vollering la joueuse, enfin la coureuse la plus prise dans le jeu. Moi, je suis à fond dedans. J'y crois à fond. C'est peut-être que de la croyance, mais j'ai l'impression qu'elle a tellement dominé sa discipline et tout ce qu'elle a fait. Elle a déjà tout réussi dans sa carrière. Elle vient avec beaucoup de. Bah, finalement, beaucoup d'expérience. Elle sait comment se préparer. Elle a su comment se préparer à son objectif des JO. Année après année, Pauline Ferrand-Prévot en VTT, elle a continué à prendre de l'ampleur par rapport à ses adversaires. Enfin. L'année dernière, moi je me souviens de la Pauline Ferrand-Prévot qui annonçait venir pour la gagne au JO de. C'était où? C'était au Brésil, là. Donc Rio, c'était il y a en longtemps, à 2016, Rio. ouais. De la Ouais, Pauline ouais. Ferrand-Prévot qu'elle était à cette époque-là et de la Pauline Ferrand-Prévot qu'elle est maintenant, que ce soit physique ou que ce soit psychologique, c'est devenu un monstre par rapport à cette époque-là. Ça n'a plus rien à voir. Donc non, non, moi j'ai une énorme confiance en elle. Après, le corps va réagir par rapport à ce Tour de France. Et moi, l'inquiétude que j'ai, c'est pas au niveau du physique, c'est au niveau de comment ton corps réagit sur 9 jours, sur la plus grande course du monde où le rythme va être fou. Voilà, c'est vraiment la seule interrogation que j'ai. Mais si tu me demandes alors aujourd'hui de prendre un pari, Pauline Ferrand-Prévot sera sur le podium de ce Tour de France. Voilà, après, encore une fois, je suis aussi très Beau subjectif pari. là-dessus. Je te reconnais bien là, dans ta Mais il subjectivité faut y avec tes croire parce idoles. que Et il faut y oui. croire. Mais en tout cas, je te rejoins sur le fait que c'est la star. C'est la star du tour et avec le public français et il y a qu'à voir hein, avec cette victoire sur Paris-Roubaix notamment on a pas mal parlé d'elle et des personnes qui connaissent pas forcément le vélo et bah du coup Ah, c'est clair, et hein. c'est allez Pauline quoi, Ouais, allez c'est on est à ça, fond c'est derrière ça. Pauline et euh, et du coup, c'est hyper bien pour la discipline. Et je pense qu'il y aura un bel engouement. Hein. On va être à 100% sur les routes françaises. Et je pense que sur chaque étape, il y aura vraiment un public acquis à sa cause et la connaissance. Tu parlais de ses dispositions mentales maintenant qui ont effectivement rien à voir avec ce qu'il y avait il y a plusieurs années. Elle sait elle sait cibler ses objectifs aussi. Et puis même hein, quand elle était en VTT, elle n'était pas performante toute la saison, mais par contre, le jour où il fallait être performant, eh ben, il l'était, et on l'a vu sur les JO l'année dernière, sur ses multiples titres de champion du monde, de championne du monde également. Donc ouais, il va y avoir énormément de choses, et en plus, ce qui est bien là, c'est qu'elle a clairement rien à perdre du tout. Ah, c'est ça, hein. Elle va pouvoir, je pense elle va vraiment être hyper offensive. Moi, je la vois beaucoup exploiter le début du Tour de France pour mettre un peu la pagaille. Il y aura un duo avec Marianne Vos aussi sur les premiers jours qui devrait être très intéressant à surveiller. Et ouais, non, Pauline Ferrand-Prévot, pour moi, tous les voyants sont au vert pour qu'elle puisse nous faire un grand Tour de France. Alors après, le podium, voilà, je sais pas, ça reste la haute montagne. Hein, on n'est quand même pas dans les mêmes types d'efforts que sur les classiques où ça se rapprochait aussi un petit peu plus des efforts courts que tu peux faire en VTT. Donc
À voir, mais en tout cas, il faut rien exclure du tout. Ça, je suis bien d'accord. Et je pense, puis voilà, on demande qu'à être surpris de toute façon, et il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Bah déjà, Euh, juste Paris-Roubaix et tout ça, enfin, le niveau physique était incroyable, hein. hmm, Tour des Flandres, il faut rappeler qu'elle a des problèmes mécaniques, je crois qu'elle doit revenir à la fin, et elle est quand même là dans le groupe qui se joue la gagne, elle finit deuxième, donc ouais. Strade Bianche, voilà, c'était la première fois enfin, qu'elle brillait dans la saison, personne ne l'attendait à ce niveau-là, c'était aussi incroyable, donc de là à l'avoir concurrencé Vollering, ce serait un incroyable exploit, mais moi je lui donne vraiment toute ma confiance pour s'être préparée à la perfection. Ouais, ça c'est clair. S'il y en a une qui fait le job, c'est bien elle, c'est clair et net. Bon, ce que je te propose de faire là pour terminer l'émission, c'est bah, qu'on fasse un petit peu le tour des animatrices de ce Tour de France, les filles qu'on devrait bah, voir à l'avant, alors peut-être pas tous les jours, mais du moins une bonne partie du tour, et puis au moins bah, sur ces premières étapes accidentées, les étapes pour sprinteuses. Donc voilà, je vais te lancer un petit peu sur quelques filles, et puis tu vas me dire si dans la question que je te pose, je me plante totalement, ou ici il y a des chances que ça se passe. Pour moi, pour moi, non, c'est la question. Puck Peters sera la première maillot jaune du Tour de France. Non. Enfin, elle va Ok, briller autour de Puck Peters, mais ouais, première maillot jaune, je la vois bien gagner une étape comme l'an dernier. Pas assez dur la première étape pour qu'elle gagne. ok. Ça me permet d'enchaîner sur Lorena Vibus va gagner 3 des 4 premières étapes. Ouais, elle gagnera même 4 des 4 premières étapes. Voilà. Comme ça, c'est S'il y a fait. trois filles que je suis sûr de prendre à Cycling Fantasy, c'est Demi Ouais, Vollering, c'est Lorena clair. Vibus et Pauline Ferrand-Prévot. Le Ouais, reste de ça, l'équipe, oui. voilà. On a juste, mais Il faut. franchement, Vibus, elle passe si bien les bosses que 1,5 km à 6%. L'Amstel Gold Race, elle la gagne. Enfin, elle l'a pas gagné, mais elle aurait pu la gagner facilement l'année dernière. Elle aurait dû. Voilà. Honnêtement, si elle est parfaitement amenée par une Kopecky en forme, voilà. Vibus, il faut vraiment un enchaînement ou une course dure pour la faire péter. Mais j'ai peur, malheureusement, que sur une première étape du tour de 78 km où tout le monde est frais, voilà. Et ensuite, bah, les deux étapes du sprint, franchement, elle est tellement monstrueuse que je les vois gagner. La deuxième étape, va vraiment falloir piéger le peloton avant les 10 derniers kilomètres. Sinon, honnêtement, franchement, j'y crois assez qu'elle puisse gagner les 4 premières étapes. Ce serait fou. Mais c'est pas du tout, c'est loin d'être impossible. Ouais. Ouais, la deuxième qui peut être Ouais, ouais, un petit peu c'est. plus Il va piégeuse falloir et contrôler, compliquée, quoi. ça va peut-être se jouer là. Mais en tout cas, si Ouais. elle est à 1 km de l'arrivée, il y a un peloton, c'est gagné pour Vibus, hein. Et, Marianne Vos va faire 3 fois deuxième sur ce tour, mais elle va pas lever les bras. Elle fera au moins 2 fois deuxième sur les 2 premières étapes. Après, sprint massif, non. Je pense qu'elle fera pas deuxième. Donc, 3 fois deuxième. Sans victoire. Je pense qu'il n'y aura pas de victoire et je pense qu'elle fera au moins 2 fois deuxième sur les 2 premières étapes. Yes. Charlotte Cole, elle a bien fait d'en profiter l'année dernière parce que cette année, ça va pas le faire. Elle va faire au moins 1 ou 2 fois deuxième sur les étapes 3 et 4. Voilà, mais effectivement, non. Après, l'année dernière, tout le monde se disait que Vibus allait gagner Personne facilement, mais l'attendait. j'ai l'impression que c'est un monstre, Vibus, quand même. C'est monstrueux, cette puissance, franchement. Bah, après, là, on prend un scénario où tout se passe bien, où c'est un sprint limpide, etc. Mais si Vibus fait pas d'erreur, elle a une marche sur ses adversaires qui est immense en sprint. Euh, Paulina Rojakers, elle va pas recréer la surprise qu'il y a eu l'an passé, et on va pas la voir du tour. Oh, si, je pense qu'elle sera dans le top 10. Oh, si, c'est une coureuse qui est solide. Moi, je la vois encore faire un très très bon Tour de France. Après, c'est vrai que l'année dernière, on l'attendait pas à ce niveau-là. Il y a quand même une grosse adversité. Euh... Ah, c'est dur. C'est dur, là, elle fait quatrième. Si, moi, je la vois faire top 5 du Tour de France. Ok, ok. Moi, je pense que ça va être un peu compliqué là sur le Giro. Je l'ai fait depuis sa 3e place l'année dernière, où elle a fait une superbe étape où elle accompagne Vollering vers l'Alpe d'Huez. Je sais pas si j'en attends trop par rapport à ce résultat-là, mais du coup, je trouve que je suis un petit peu
pas déçu, mais je reste un petit peu sur ma faim. Donc, En plus, il n'y a pas de chrono, donc c'est l'avantage. ouais, ça c'est vrai, effectivement. Donc là-dessus, ça devrait être pas mal. Euh, Kim Lecourt va briller sur ce tour. Je pense. Ouais. Je sais pas. C'est dur. Après, elle a été forte au printemps. On l'a pas vue depuis. Elle a pas couru hein, depuis Liège. Si elle avait fait le tour de, si elle Ouais, avait fait elle le fait... tour de Grande-Bretagne où elle gagne la première Ouais, étape. ouais. Elle Euh, abandonne, je sais pas exactement pourquoi, Allez, s'il y a un elle va gagner une problème de étape. santé. Elle va gagner une étape, peut-être, Ok. peut-être en échappée. Je la vois pas gagner sur les premiers jours du coup, mais tu vois l'étape là, je sais plus, c'est la cinquième là où il y a Bah, la petite bosse et ça descend celle qui derrière. arrive à Ambert, Ouais, pourquoi pas, Clermont-Ferrand-Ambert, je voilà. crois. Allez, je parie qu'elle va gagner une étape et que ce sera celle-là. Yes, ouais, moi je la vois bien aussi briller, enfin, voilà, dans la lignée de son beau printemps, je serais pas forcément étonné de la voir à l'avant. Cédrine Kerbol, elle va encore remporter une étape cette année. Non, là, elle va être full focus classement général. Je pense que. Non, je pense qu'elle va faire. Elle fera top 10. Il n'y a pas de chrono. Non, elle gagnera pas d'étape. Elle gagnera pas d'étape. Mais par contre, elle va faire un bon classement général. Genre, elle aussi, c'est une belle candidate à un top 5. Ouais, ok. Et maillot de meilleure grimpeuse? Non. Non, parce que faut aller prendre des points. Faut aller prendre des points. Non, 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 parce qu'en fait, j'avoue, j'ai pas consulté le barème, mais ça voudrait dire qu'elle s'échappe sur l'étape 6 là, où il y a le Béal qui est en milieu d'étape. Mais non, elle sera classée au classement général et ensuite pour aller prendre le maillot de grimpeuse, ça va se jouer sur les 2 derniers jours où pour moi, quasi au sommet de tous ces cols, la Madeleine, le lendemain Jouplane, le col qui suit, ça va être la plus forte qui va passer en tête. Donc moi, je pense que ce sera la plus forte de ce Tour de France qui sera meilleure grimpeuse, donc des niveaux le ring. Euh, on n'a pas parlé de l'équipe Lidl Trek. Il y a Van Roy, Balsamo, Lucinda Brandt, Réjeanne Marcus, Niam Fischer-Black. Est-ce qu'elles vont passer à côté de leur Tour de France? Ouais, j'en attends pas grand-chose. Voilà. Je te fais pas mieux Très comme bien. réponse. Ça a le, C'est pas une ça a équipe le que. mérite d'être clair. Non, mais pourtant, c'était une équipe très offensive Ouais, les sur le années papier, d'avant. comme ça, tu peux Mais te là, dire, voilà, Balsamo il y va a des... faire ses petites troisième places sur les 2 sprints. Et puis non, après, franchement, Niam Fisher-Black, on l'a annoncé quand même comme la fille un peu qui allait tout casser. Bon, décevant, hein. pour l'instant, Elle, c'est c'est pas. pareil. Elle est tout le temps entre 5 et 10, Ouais, mais ouais, ouais, il m'impressionne manque pas. encore un truc, hein. Ouais, elle va faire son top 10 elle aussi, hein, mais voilà, non, c'est pareil. Je suis pas une équipe. Alors, c'est pas une équipe que je vais suivre particulièrement, je t'avoue. Mavi Garcia, elle va être à l'attaque sur les 4 dernières étapes. Oui, oui, mais bon, ça donnera pas grand-chose, mais oui, oui. On l'aime pour ça, hein. On va... L'avantage, c'est qu'elle, au moment où on la voit, elle va de l'avant, quoi. Elle monte le maillot. Tout à fait. Elle monte le maillot. Euh, mais du coup, ce sera sa coéquipière Monica Trinca-Colonel qui sera mieux classée qu'elle au final. Je suis pas sûr. Elle, on l'a fait. Alors, elle fait une super saison, mais j'ai l'impression qu'elle a fait toutes les courses de l'année. Enfin, elle est au four et au moulin tout le temps. Donc, je pense qu'elle va être. On va commencer à fatiguer, hein. C'est une belle surprise, hein, mais j'ai vraiment l'impression de l'avoir vue sur un nombre de courses assez Ouais, incroyable. mais elle a quasiment tout fait, t'as raison. Enfin, euh, elle a beaucoup couru au début de saison. Elle a souvent Après, été elle a fait utilisée les comme équipière Ardennaises. alors qu'elle était plus forte que les leaders d'ailleurs. Mais non, mais là, Ouais. c'est trop là. Elle va finir complètement Elle fait carbo, une la belle pauvre. Volta, mais après, là, tu vois, c'est pareil, elle abandonne sur la dernière étape du Giro. Elle est, Non, non, mais ouais, là, c'est je trop, pense que c'est trop, c'est trop. cramée, Voilà. cramée. Ouais. Mais belle surprise, effectivement, depuis le début de l'année. L'équipe Saint-Michel-Aubert 93 sera tous les jours échappée. Pourquoi pas? Non, non, les 2 derniers jours, ils seront complètement morts. Il y aura personne d'échappé.
Ok, et bah écoute, je pense que voilà, on a fait le tour un petit peu, sauf s'il y a des Ah bah défis attends, hein, il que y j'ai a une oublié de fille dont on mentionner. va Et puis parler après, quand même. On en a oublié une. ah, j'en ai oublié une. Ah là là. Celle qui a explosé sur le Giro et que moi j'attends très fort sur le Tour de France. Sarah Gigante. Ouais, c'est vrai, ouais, Ah, il ouais, faut en c'est parler vrai, quand même. c'est Bah vrai. voilà, la voilà, celle qui sera sur le podium à l'arrivée. Euh, le niveau sur le Giro a été monstrueux. Monstrueux de chez monstrueux. Elle remporte 2 étapes du Giro en montagne. Elle met la pilule à chaque fois à Longo Borghini et à Marlène Reusser. Faut se dire que sur l'avant-dernière étape du Giro, elle aborde la montée finale là, du Monte Nerone avec quoi 45 secondes de retard sur Longo Borghini qui était parti avant. Elle finit avec 45 secondes d'avance sur Longo Mm. Borghini. Elle met en une montée en attaquant à la moitié de la montée. Une 17 à Marlène Reusser, à des coureuses comme Niedermayer. Voilà. Roy Hacker s'est fini après 2 minutes. Elle a un niveau incroyable. Et là, là où j'y crois, enfin, qu'elle sera en forme, elle qui a fait le Giro, c'est qu'il n'y a pas grand chose depuis le début de l'année. Sinon, Mm. elle a eu des gros problèmes en début de saison. Elle a repris plutôt tard. Donc, ouais, Sarah Gigante, vu que déjà elle fait 7ème du tour l'année dernière en n'étant pas du tout attendue et surtout en n'ayant pas fait ce qu'elle a fait là cette saison, elle avait brillé l'année dernière sur le Tour Down Under à Willunga Hill, mais sinon il s'était pas passé grand chose. J'ai l'impression qu'enfin elle peut exploiter son vrai niveau. En montagne, pour moi, elle peut battre Demi Vollering sur les 2 dernières étapes. La question maintenant va être comment Sarah Gigante va arriver à pas se prendre une bordure, va pas arriver à perdre du temps sur les premières étapes, parce qu'on l'a bien vu sur le Giro, elle finit à 1 minute au classement général, alors qu'elle se prend déjà 1 minute sur le premier chrono. Ça veut dire que grosso modo, tout le temps qu'elle a rattrapé en montagne, elle avait perdu en chrono, plus sur l'étape qui était un peu folle du Giro, où ça part en costaud, où ça bordure, etc. Gigante, forcément, avec ses... Je sais pas quelle taille elle fait, mais quel poids elle fait, mais voilà, c'est 50 kilos et c'est 1m65 et 1m65. 53 kilos, Voilà, c'est un hein, pur d'après profil de Pro Cycling poche. Stats. Ouais. C'est un pur profil de poche. Donc voilà, il va falloir qu'elle survive. Mais moi, vu ce qu'elle a fait sur le Giro Women, très sincèrement, il n'y a pas de chrono sur ce Tour de France. Je pense que l'équipe AG Insurance serait bien, enfin, ce serait tout indiqué de la protéger au max la première semaine pour qu'elle arrive avec un débours minime. Alors, j'ai peur que ça n'arrive pas et j'ai peur qu'elle perde du temps. Mais si au départ de l'étape de la Madeleine, elle est qu'à une seule minute au classement général de la plupart de toutes ses concurrentes, ce qui est peut-être possible, bah Mm. moi je la vois sur le podium clairement parce que en montée, elle était Mm. trop forte sur un col de la Madeleine. Elle peut faire des écarts qui sont monstrueux. Donc ouais non mais moi surtout que c'était qu'il y a 2 semaines le Giro, encore une fois ça l'a poussé dans une dynamique, j'ai l'impression. Elle a en plus gagné le classement de la montagne. Elle peut gagner le classement de la montagne parce qu'elle peut suivre Demi Vollering dans les bosses. Donc moi je parierais même sur son podium. La seule incertitude, comment elle va passer les 5-6 premiers jours. Ouais, c'est effectivement, moi c'est un petit peu l'inquiétude. Ouais, ce qui me questionne un petit peu, c'est comment est-ce qu'elle va passer ces 4 premiers jours. J'ai un peu peur qu'elle se fasse secouer, pardon, dans le peloton, hein, surtout que bah, c'est pareil, hein, le tour, tout le monde veut être devant et c'est vite fait de perdre du temps. Par contre, c'est clair qu'on la verra animatrice en montagne et ouais, en tout cas, si elle perd un peu de temps, elle va se porter à l'avant et peut-être qu'on l'a le maillot à poids de ce tour, effectivement. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a encore oublié quelqu'un? Non, non, là c'est Ou bon, je c'est pense tout qu'on a fait va, le. Je on est pense qu'on a plutôt fait le pas trop tour. mal. On est On est pas plutôt mal pas là. trop mal. En tout cas, il y a un très beau plateau hein, sur ce Ouais, tour. bah Il le va se meilleur passer plateau de des, l'année. des trucs sympas tous les jours. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est la start list de l'année. Il n'y a pas photo. Bah, merci à tout le monde de nous avoir suivis, hein. On le rappelle, le Tour de France Femmes, ça commence le 26 juillet sur les coups de 17h30 pour la première étape en Bretagne. Et puis après, ce sera tous les jours, les après-midi, jusqu'au week-end, au premier week-end d'août qui s'annonce très très montagneux et très spectaculaire. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis jusque-là. Pensez, si la vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On approche tout doucement, même très très chaudement des 4000 abonnés. Donc merci pour votre soutien.
Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter pour nous dire, vous, quel est votre favorite, votre podium, et puis également, qui est-ce que vous voyez briller sur ce Tour de France. Merci Titien Merci à toi. pour ta participation à l'émission. Et puis, on se dit à bientôt pour reparler de cyclisme féminin très prochainement. Allez, pensez à vous alimenter car la fringale guette. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao les copains.